Et c'est Mathieu Laine qui est avec nous maintenant. Bonjour Mathieu Laine. Bonjour Stéphane. Et je réfléchissais que, enfin j'allais dire comment vous qualifier. On aurait dit au siècle précédent, on aurait dit peut-être polémiste ou quelque chose comme ça, ou philosophe si vous en acceptez l'étiquette. J'adore. Je suis surtout un passeur et un passeur j'essaie d'être un pédagogue de ces idées de liberté et du libéralisme qui malheureusement sont totalement mises à l'écart et galvaudées. Donc il est temps de revenir un peu aux vraies idées. Elles sont pas, elles sont même honnies. Oui, voilà. Détestées. C'est le procès qui n'a pas eu lieu. Exactement. Donc votre bouquin, c'est le dictionnaire du libéralisme. Alors c'est le parole à la défense, on va dire, hein, Mathieu Laine, au cours de ce procès qui n'a pas eu lieu. Mais néanmoins, globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire nous sommes en train de payer la facture du libéralisme. Comment est-ce que vous répondez aujourd'hui à cet élément qui est au cœur de l'ensemble du débat public aujourd'hui, Mathieu Laine? Eh bien, c'est une erreur fondamentale d'analyse de l'opinion, hélas, et de beaucoup de commentateurs sur ce sujet. On ne paye pas aujourd'hui la faillite du libéralisme, on paye la faillite de l'étatisme excessif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'erreur privée, mais je dis que le système libéral, d'abord, il s'est jamais installé dans aucun pays véritablement. Nulle part, même dans l'Amérique de Reagan. Mais même l'Amérique de Reagan, aujourd'hui, évidemment, c'est mieux que l'Amérique d'aujourd'hui, mais l'Amérique de Reagan n'était même pas allée jusqu'au bout. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce dictionnaire, c'est qu'on voit la variété de la pensée libérale. Absolument. Qu'il y a différentes approches, différentes écoles. Et surtout qu'il y a des idées reçues à faire tomber. Mais si on regarde la crise que nous vivons aujourd'hui, notamment la crise de la bulle de la dette publique, là c'est bien une crise des États, c'est quand même un paradoxe considérable de venir nous dire aujourd'hui que c'est la crise du libéralisme, alors même que c'est la crise de la bulle de la dette publique. Non, c'est la crise d'États c'est la crise d'États qui ont dû se ruiner pour soutenir une activité privée qui n'y arrivait plus. Vous savez bien, vous êtes trop fin et vous le savez Stéphane, que la bulle de la dette publique elle est montée depuis longtemps. Et puis surtout, la faillite, la crise, mais on l'a dit tellement à cette antenne et ailleurs, mais la crise des subprimes dont on nous a tant parlé, la crise de la bulle de la dette privée, en réalité était d'origine publique. Parce qu'il y avait des lois aux États-Unis qui ont forcé les banques à prêter à des gens qui n'en avaient pas les moyens. Parce qu'il y avait la Fed, mais il n'y a pas plus public que la Fed, qui est intervenue pour créer des taux bas au moment où la crise de l'Internet arrivait pour relancer la consommation et qui a alimenté la bulle de la dette privée. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut regarder avec des yeux neufs et clair sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, le libéralisme, la liberté, à chaque fois qu'on met plus de liberté dans un pays, la croissance augmente et tout le monde progresse. Un élément. Attendez, Mathieu, attendez. Je vous écoute. Il y a un élément qui a pris une vraie claque. Ouais. C'est la fameuse main invisible. C'est-à-dire qu'effectivement, globalement, alors on peut, et on l'a fait énormément sur cette antenne, on l'a fait partout, prendre les décisions publiques qui ont amené au gonflement de la bulle immobilière américaine. Sauf qu'à un moment, il y a quand même des banquiers qui ont décidé de titriser des trucs invraisemblables. Il y a une agence de notation qui a décidé des agences de notation de leur mettre le label AAA. Il y a une main invisible justement qui à aucun moment n'est intervenue pour dire stop. Non, je suis pas d'accord. L'idée de la main invisible, c'est qu'il y a de la liberté et de la responsabilité derrière. Voilà. Ce qui a fait faillir le système, c'est qu'on est parti dans un délire qu'on appelle le too big to fail. Too big to fail. Trop gros, donc on peut pas tomber. Ça veut dire qu'on est libre, mais on n'est pas responsable. Ça veut dire que si on prend des décisions, si ça marche, je gagne. Si ça perd, c'est l'État qui paye. Donc vous êtes dans un délire qui n'est pas du tout la main invisible. Mais c'est le libéralisme qui a fait naître ce délire. Le too big to fail, c'est bien l'idée qu'il y a un État qui est derrière vous pour vous sécuriser. Et là aujourd'hui, on est même dans le too public to fail. Oh. Les États les plus gros étant tellement gros que non, il va falloir qu'ils ne peuvent même pas faire faillite. Bien, c'est précisément une invitation à faire des bêtises. Et vous savez, dans un système libéral, encore une fois, il faut être libre et responsable. Si les banquiers américains avaient su qu'ils auraient été responsables de leurs actes, véritablement, qu'ils n'étaient pas dans le délire du too big to fail, auraient-ils véritablement titrisé de cette manière? Je n'en suis pas certain. C'est une invitation du politique. C'est une invitation du politique en complicité avec quelques grands patrons. J'en suis bien d'accord. Mais c'est une invitation du politique à dire, vous êtes trop gros. Si vous tombez, effet systémique, tout va se casser la figure, donc c'est nous qui allons venir vous aider. Pour vous, ils avaient en eux-mêmes, à un moment ou à un autre, si vous n'êtes pas dans une logique de liberté et de responsabilité, c'est ça le vrai libéralisme. C'est pas la liberté de tout faire. La main invisible, elle ne marche que si vous avez la liberté et la responsabilité. Et c'est d'ailleurs le cas de tous nos petits entrepreneurs. Ils sont libres, et puis si ça marche pas, ils sont responsables, et ils font faillite. Et c'est eux qui souffrent. Mathieu, Jean-Marc Daniel vient nous raconter l'histoire économique, et il y a un mot que j'adore, et qui est forcément au cœur de votre bouquin,
la common decency. J'adore la common decency. Et cette idée, justement, comme vous dites, qu'au cœur de l'entrepreneur libéral, il doit y avoir un sentiment de décence. C'est très compliqué à traduire, hein, c'est pour ça. Ouais. Mais oui, sauf que non. Sauf que l'ensemble de cette crise nous apprend que non, que c'est l'avidité leur principal moteur et qu'elle n'a pas de limite, Mathieu. Stéphane, je ne suis pas d'accord. Quand vous regardez un entrepreneur, c'est incroyable comment on a pu retourner les idées sur ce sujet. Absolument. Un entrepreneur, la notion de profit, la notion même de création d'emplois aujourd'hui est remise en cause parce que l'entrepreneur, c'est celui qui exploiterait, mais c'est incroyable, hein, on revient en arrière, qui exploiterait ses salariés, donc c'est illégitime qu'il puisse gagner de l'argent à partir de ça. L'entrepreneur, c'est quelqu'un, moi j'adore les entrepreneurs, il a une idée, il innove, il prend son risque, si ça marche, il gagne, si ça marche pas, il perd. Liberté, responsabilité. Et il emmène qui avec lui ? Il emmène des salariés. Quel bonheur, moi j'en suis un d'entrepreneur, quel bonheur que de créer des emplois, quel désespoir que d'avoir à les abandonner. Donc il y a évidemment, l'ambition c'est de gagner. Mais c'est pas mauvais l'ambition de gagner, même de gagner plus d'argent, c'est pas mauvais. L'ambition c'est surtout d'avoir la possibilité de développer, d'avoir un système incitatif qui fait que les gens qui ont des idées vont pouvoir les développer chez nous. C'est pas totalement ce qu'on nous propose aujourd'hui. On va y venir dans un... Je veux juste aller au bout du truc. Attendez, cette fougue de l'entrepreneur, elle existe, elle est au cœur du système libéral. C'est une évidence. Elle est matraquée en permanence par le système socialiste ou social clientéliste. Mais non. Pas parce que ce sont des êtres abominables et affreux. Mais quelle caricature. Parce que ce ne sont pas les entrepreneurs qui mènent le monde, Mathieu, mais des managers. Parce que le problème, c'est que les hommes qui sont aujourd'hui au sommet, notamment des grandes banques qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est, ce sont des hommes justement qui, j'ai presque envie de le dire, n'ont jamais créé aucun emploi de leur vie. Attendez. Ont géré les emplois qui existaient avant eux. On peut pas couper le monde entre différentes catégories de personnes de cette manière. Il y a d'excellents managers, faut arrêter le délire. Il y a des gens qui ont le sens aussi de la responsabilité. Il y a des managers qui répondent devant leur conseil d'administration. Et arrêtez de taper les banques en permanence, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui fait que notre situation est la pire aujourd'hui? C'est parce qu'on nous a fait des plans de relance. Des plans de relance. Nous étions quelques-uns à critiquer ces plans de relance parce que ces plans de relance étaient dans une logique de relance par la consommation à la Keynes dont on nous bassine depuis toujours. Mais Keynes, comme disait Jean-Marc Daniel, revient en permanence. Je crois qu'aujourd'hui il est temps de changer de logiciel intellectuel, de revenir à la logique profonde de ce qu'est l'entrepreneur, justement, de lui redonner en quelque sorte, non pas le pouvoir, mais la possibilité de se déployer tout simplement. Or, tout est fait pour le matraquer. Je crois qu'aujourd'hui, revenons 2 secondes sur ces plans de relance. On était dans la bulle de la dette privée. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Il fallait non pas augmenter l'État, il fallait le faire reculer, casser la logique du too big to fail, redonner la possibilité par la flexibilité, par la baisse de la fiscalité. Je l'assume. Pourquoi je l'assume. Attendez, mais pourquoi je veux pas taper sur les banques, surtout pas moi. Mais si la Grande-Bretagne nationalise pas ses banques, mais tout s'effondre, Mathieu, bon Dieu, enfin. Je ne dis pas que les banques sont hors de toute responsabilité. Je dis même l'inverse. Je dis que si elles font 100 milliards de livres la nationalisation des banques britanniques. Vous avez bien besoin d'un État derrière. Stéphane, je vous l'ai expliqué il y a un instant. C'est la conséquence du too big to fail. Parce que s'ils sont allés si loin dans les erreurs, c'est parce qu'ils savaient qu'à terme, s'il y avait des erreurs, ça ne marchait pas. C'est pas eux qui ont payé les pots cassés. C'était l'État qui payait les contribuables. Quelle erreur considérable. Il faut être libre et responsable. Bon. Le vrai libéralisme, c'est ça. Donc ce système que vous dénoncez n'est pas un système libéral. C'est un système étatiste, de collusion entre quelques grands capitaines d'industrie, c'est vrai, et quelques managers de banques parfois aussi, c'est vrai, et des hommes politiques qui s'arrangent entre eux. Vous comprenez bien que je me faisais l'avocat du diable. Et évidemment, l'ensemble de nos auditeurs, téléspectateurs comprennent que je me fais l'avocat du diable pour l'intérêt de cette discussion. Pourquoi le libéralisme a-t-il totalement disparu de la vie politique française? C'est vrai, c'est un constat absolu. Quand on regardait les 10 candidats à l'élection présidentielle, leur seul point commun, à part d'être français et d'avoir rempli les conditions pour être candidat, c'est l'antilibéralisme affiché. Eh bien, tout simplement parce que c'est intéressant politiquement aujourd'hui de l'être. Et les hommes politiques sont sur un marché électoral. Ils agissent assez rationnellement et ils se disent qu'aujourd'hui, le message, la conscience, la prise de conscience des origines de la crise, tout ce qu'on vient de dire, est tellement passé de l'autre côté, c'est tellement la faute au libéralisme qu'il est intéressant électoralement pour aller chercher des clientèles électorales que de se dire antilibéral. Et pourtant, c'est, je crois, à l'intérêt de ce livre, 65 auteurs, 300 entrées, où on essaie de démontrer ce qu'est ce libéralisme. Dont des ultra-contemporaines d'ailleurs. Hein, bien sûr. Montrer la variété de ce débat, la variété de cette pensée, et surtout, la richesse en termes d'alternatives. On a une vraie alternative politique qui est possible, c'est une alternative libérale.
Bon. Et ça aura aussi le mérite parce que, juste un mot, le libéralisme économique ne va pas aussi sans le libéralisme de la société. Complètement. Hein, et ça aussi, alors ça pour le coup c'est peut-être plus le fait des dictatures des années 70, mais il y a aussi dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens l'idée que le libéralisme se marie avec l'État policier et avec une certaine... C'est tout le contraire. Hein, Mathieu. C'est tout, voilà. Incroyable. Juste citer, alors même si Ron Paul qui est peut-être le candidat le plus libéral qu'on ait vu aux États-Unis, hein, et même libertarien, quand on lui demandait s'il était pour le mariage homosexuel par exemple, avait répondu avec un sourire, mais je suis pour toute forme de libre contrat entre des hommes consentants. Exactement. Point à la ligne. Hein, et donc ça se diffuse quand même dans la société aussi, Mathieu. Ça c'est vrai. C'est vrai que d'ailleurs il ne faut pas confondre le libéralisme avec un économisme. Alors c'est vrai qu'ici on parle beaucoup d'économie, donc on peut axer là-dessus. Mais vous avez raison de le dire et j'y suis sensible. Parce que ce livre le montre, il y a plein d'entrées qui ne sont pas du tout sur le profit, croissance, etc. Il y a aussi évidemment des entrées beaucoup plus sociales et même sur l'éducation, sur le libertinisme même, enfin bon, ça va vraiment très loin. L'idée c'est de bien comprendre que il faut respecter l'homme dans sa pleine liberté, dans sa pleine responsabilité. Le libéralisme, il n'est pas sur un axe droite-gauche d'ailleurs. Il est ni une doctrine de droite parce que c'est pas un conservatisme, ni une doctrine de gauche au sens socialiste parce que c'est pas un interventionnisme. Il est plus sur un autre axe qui est confiance dans l'État ou confiance dans l'individu. Et d'ailleurs, le reste du monde réfléchit beaucoup plus dans cette logique de confiance dans l'individu. Hein. Quand on regarde la Big Society en Angleterre aujourd'hui, tout se débat sur l'idée que effectivement, il faut que l'État reviennent en arrière et ensuite qui va faire l'aide sociale, qui va faire tout ça, il y a un débat entre la droite et la gauche. Est-ce que c'est des fondations, est-ce que c'est plutôt le privé en concurrence? Donc vous voyez comme nous on est arriérés par rapport à ce genre de sujet. Mais c'est vrai que le libéralisme c'est le respect de la plus petite des minorités qui est l'individu. Comme on nous dit, beaucoup de gens ont soif de protection. Cette campagne elle est faite d'ailleurs sur l'envie et sur la peur. Donc on nous vend que des protections et que des parapluies. Moi j'ai pas envie qu'on me vende des protections, j'ai envie qu'on vienne nous dire j'ai plus confiance en vous. Je fais plus confiance en vous, moi si j'étais un homme politique, j'ai plus confiance en vous qu'en nous hommes politiques. Certes, on va faire un certain nombre de choses, c'est pas l'anarchie absolue. Bien sûr qu'il y a des règles. Le libéralisme, c'est fondamentalement des règles. Mais on est là pour respecter l'individu dans sa pleine liberté. Dictionnaire du libéralisme aux éditions Larousse. Merci beaucoup Mathieu Laine. Merci d'être venu nous voir ce matin.